Bonjour. L'objectif de ce travail est de faire une étude comparative entre ce que l'on a appelé une mythologie moderne, celle des super-héros, particulièrement de l'univers Marvel, du moins présentement de l'un d'entre eux, et certaines figures de la mythologie classique et de l'histoire des religions. Comme le dit le mythologue comparatiste Georges Dumézil, ouvrez les guillemets, expliquer n'est le plus souvent qu'unifier, comprendre solidairement ce qui paraissait incohérent. Fermez les guillemets. Ou encore, ouvrez les guillemets, dans nos études comme ailleurs, même et surtout en matière de comparaison, la vraisemblance ne s'obtient que par des mesures complètes et précises, par l'appréciation des différences autant que des ressemblances. Fermez les guillemets. Nous essaierons simplement ici de montrer ces différences et ces ressemblances et de démontrer pourquoi elles nous semblent justifiées. Wolverine est un personnage de fiction de l'univers Marvel créé en 1974 par Len Wein, éditeur et scénariste, et Herb Trimpe, dessinateur et scénariste, et John Romita Sr., dessinateur. Et développé plus tard dans un premier temps par Chris Claremont, scénariste, et John Byrne, dessinateur et scénariste, et dans un deuxième temps par le même Claremont et Frank Miller, scénariste, dessinateur et réalisateur, tous américains. Il fut porté pour la première fois à l'écran avec un acteur en chair et en os en l'an 2000 dans le film X-Men. Dans les bandes dessinées publiées en France, il a reçu plusieurs noms: Glouton, Serval, Le Borgne, Logan, Armix, etc. Pour simplifier cette étude qui lui est consacrée, nous allons nous baser de préférence sur le personnage tel que porté à l'écran, interprété par l'acteur Hugh Jackman, mais au moment où nous aurons besoin d'approfondir davantage les aspects considérés ici comme les plus relevants de sa personnalité, nous ferons également quelques allusions à son modèle originel, celui issu de l'univers Marvel, dont les films sont d'ailleurs inspirés. Nous l'expliciterons quand ce sera le cas. Première partie donc, Wolverine est la figure du lycanthrope. La première figure avec laquelle nous allons comparer Wolverine est évidemment celle de l'homme-loup. Mais ce phénomène, dénommé lycanthropie, entre dans le cadre plus large de ce que l'on appelle zoanthropie ou therianthropie, qui consiste dans la transformation d'un homme en animal ou parfois aussi l'inverse. Ouvrez les guillemets. En Europe, ce sont principalement le loup ou l'ours à cause du danger qu'il représentait, danger accentué par une présence bien supérieure à l'actuelle et dans un contexte beaucoup plus rural. Cependant, en ce qui concerne l'étude d'autres therianthropes, abondance et danger sont aussi des extrêmes qu'on peut appliquer au tigre en Inde, en Chine, au Japon et en Asie du Sud, au lion, à la hyène et au léopard en Afrique, au jaguar et au puma en Amérique latine, à l'ours en Europe du Nord et en Asie, entre autres animaux et latitudes. Fermez les guillemets. C'est dire l'universalité de cette croyance. Dans l'univers Marvel, Wolverine fait partie des super-héros associés à un animal, comme la panthère noire, le fauve, l'homme araignée, etc. Cette caractéristique est flagrante en premier lieu dans son apparence physique, entre homme félin et homme loup, et évidemment aussi par l'existence de ses griffes rétractiles. En deuxième lieu, au niveau psychologique. Toute sa vie est un combat pour ne pas régresser au stade animal. En troisième lieu, au niveau de certains de ses pouvoirs. 5 sens hyper développés et capacités athlétiques hors du commun. Et finalement, le nom qu'il porte, Wolverine, équivalent en français du glouton, est celui d'un animal de la famille des mustélidés, mammifères de l'ordre des carnivores avec un corps allongé de pattes courtes, vivant dans le Grand Nord canadien, d'où le personnage est également issu, donc dans la neige, reconnu comme étant un carnassier d'une sauvagerie peu commune. En effet, le Wolverine des bandes dessinées est un personnage à forte pilosité et de petite taille,
1,60 m environ pour 88 kg, 136 avec l'adamantium. L'idée originale des créateurs du personnage étant qu'une fois en colère, rien ne l'arrête. Ouvrez les guillemets. Son caractère principal consistant en une férocité peu commune qui le pousse malgré sa petite taille à s'attaquer à plus gros et plus fort que lui. Fermez les guillemets. L'acteur Hugh Jackman est cependant un homme de haute stature, 1,88 m. Ce choix est très probablement dû à l'influence du modèle hollywoodien. Ouvrez les guillemets. Le loup est synonyme de sauvagerie. Mais comme tous les symboles et suivant le contexte, il possède plusieurs interprétations, celles-ci pouvant être ambivalentes et même parfois contradictoires. Ainsi, il peut être positif, ouvrez les guillemets, si l'on remarque qu'il voit la nuit, il devient alors un symbole de lumière, solaire, héros guerrier, ancêtre mythique, le créateur des dynasties chinoises et mongoles est le loup bleu céleste. Fermez les guillemets. Cette figure peut également devenir un symbole de la fécondité, céleste, pluie. Ouvrez les guillemets, dont l'union avec la biche blanche ou fauve représentant la terre, plaçait à l'origine de ce peuple, le peuple mongol, la hiérogamie terre-ciel. Fermez les guillemets. Par ailleurs, ouvrez les guillemets, la Chine connaît également un loup céleste, l'étoile Sirius, qui est le gardien du palais céleste, la grande ours. On remarquera toutefois que ce rôle de gardien fait place à l'aspect féroce de l'animal. Il évoque une idée de force mal contenue, se dépensant avec fureur mais sans discernement. Fermez les guillemets. Toujours dans le cadre de la figure positive, mais cette fois terrienne, associée à la fécondité de la terre, voire octonienne, souterraine, infernale, on peut citer l'exemple de la louve de Romulus et Rémus, à l'origine même de la fondation de Rome. Ouvrez les guillemets. Romulus et Rémus sont des fils de Mars, dieu de la guerre lié au loup et de la vestale Rhea Silvia qui se débarrassa d'eux en les jetant dans le fleuve Tibre. La louve lupine les sauva et les allaita. Fermez les guillemets. En ce qui concerne l'aspect chtonien négatif, on le voit déjà apparaître, ouvrez les guillemets, pardon, on le voit déjà apparaître dans la mythologie gréco-latine. C'est la louve de Mormolycée, c'est le manteau de peau de loup dont se revêt Hadès, maître des enfers, les oreilles de loup du dieu de la mort des Étrusques. C'est aussi une des formes données à Zeus Lycaios, à qui on immolait en sacrifice des êtres humains, au temps où régnait la magie agricole, pour mettre un terme aux sécheresses, aux fléaux naturels de toutes sortes. Zeus déversait alors la pluie, fertilisait les champs, dirigeait les vents. Fermez les guillemets. Cette valorisation négative va s'accentuer encore davantage durant le Moyen-Âge européen, où sous l'impulsion de l'Église catholique, et malgré certaines histoires d'hommes se transformant en loups pour pouvoir combattre des sorcières, le loup et l'homme-loup prendra un caractère franchement diabolique. Il deviendra en effet l'incarnation même du mal, car, ouvrez les guillemets, inévitablement connecté au domaine de la sorcellerie, les malédictions, les possessions infernales, ou le démoniaque et le spiritisme, il nourrira et donnera une raison d'être à la terrible Inquisition. Fermez les guillemets. En ce qui concerne plus spécifiquement la figure du lycanthrope, le premier probablement de l'histoire de l'humanité fut Lycan. De là vient le mot d'ailleurs, lycos loup, anthropos homme. Son récit est relaté par Ovide dans le livre 1 des Métamorphoses. Ayant entendu parler de l'iniquité des mortels, entre guillemets, Jupiter, le Zeus romain, était descendu sur la terre cachée sous une apparence humaine et avait demandé l'hospitalité dans le palais de Lycan, roi de l'Arcadie. Celui-ci, voulant le mettre à l'épreuve, car il ne savait si c'était une divinité ou un mortel, lui servit de la viande d'animal mélangée à celle d'un de ses otages, ce qui déclencha la colère du dieu qui brûla, ouvrez les guillemets, le palais et ses habitants, sauf Lycan, fermez les guillemets, qu'il transforma en loup, ou pour être précis, en homme-loup. La transformation, en effet, étant totale ou partielle,
la personne pouvant conserver certains traits humanoïdes. Enfin, à l'époque moderne, la vision de l'homme loup est associée à la maladie mentale. Elle consiste, ouvrez les guillemets, à mélanger le plaisir sexuel avec le plaisir de manger, où la pulsion amoureuse déformée pousse l'individu à introduire et à assimiler en soi-même le corps aimé. Quand ce type de violence assassine fortement liée au sadisme sexuel et au cannibalisme était en outre associé à la conviction que la personne pouvait se transformer en celle d'autres animaux, particulièrement le loup, à cause de sa férocité, les médecins commencèrent à parler, en tout cas dans les premiers temps, d'une insanité lupine ou d'une folie lupine, une psychose lupine ou une lupomanie. Fermez les guillemets. Un des exemples les plus célèbres de la littérature, qui a eu également une grande postérité au cinéma, on le retrouve dans l'œuvre de l'écrivain anglais Robert Louis Stevenson. Ouvrez les guillemets. Il n'échappe à personne que Dr. Jekyll et Mr. Hyde est une histoire d'homme-loup non avouée. Fermez les guillemets. Dans les bandes dessinées, on apprend que Wolverine fait partie de l'espèce des lupins, sous-espèce de l'espèce humaine évoluée à partir des loups. Le leader autoproclamé des lupins s'appelle d'ailleurs Romulus. Notre personnage est donc un homme-loup. Néanmoins, il faut noter ici deux différences fondamentales avec le phénomène de la lycanthropie. La première, c'est que dans le cas de Wolverine et des lupins en général, la transformation ne s'est pas faite de l'humain vers l'animal, mais de l'animal vers l'homme. La deuxième, c'est qu'elle ne s'est pas faite de façon temporaire. L'homme loup redevient homme à un certain moment, mais définitive, créant une nouvelle espèce. Au niveau psychologique, par contre, son conflit intérieur est en tout point semblable au conflit d'un lycanthrope. Comme nous le disions plus haut, la caractéristique principale de Wolverine, et c'est probablement ce qui a rendu le personnage aussi célèbre, c'est sa relation conflictuelle à son animalité, dans le sens de férocité. Il passe son temps à résister à ses instincts de prédateur, à résister pour ne pas régresser au stade animal. Il lutte constamment contre son animalité non assumée, aspect de sa personnalité que souvent d'ailleurs il déteste. Il a participé à plusieurs guerres et durant très longtemps il a été un tueur à gages, entre autres. On pourrait dire que son apparence, comme chez Lycan après sa transformation par Jupiter, est une métaphore, une transformation sur le plan physique de son état psychologique, le reflet d'une pulsion de destruction toujours latente. Un autre point commun, c'est le phénomène de l'amnésie. La plupart du temps, quand il reprend son apparence humaine, le lycanthrope ne se souvient pas des atrocités qu'il a commises quand il était un loup. Cela s'explique facilement. Un homme pourrait difficilement continuer à vivre normalement, entre guillemets, s'il conservait ce type de souvenir. Il reviendrait sans cesse le torturer et aurait à la longue raison de sa conscience déjà fragile. L'homme en question finirait par régresser définitivement au stade animal, finirait par se transformer en un loup, sans espoir de jamais reprendre sa forme humaine. Pour parler en termes purement psychologiques et non plus allégoriques, on pourrait dire qu'il sombrerait définitivement dans la folie. Wolverine est également amnésique. Cette information est donnée dans le film X-Men de l'an 2000 par la bouche du professeur Charles Xavier, leader du groupe, qui, ayant lu dans ses pensées grâce à ses pouvoirs de télépathie, fait savoir que cela fait 15 ans qu'il a perdu la mémoire et que depuis il est à la recherche de son identité. À la fin du film, il lui indique d'ailleurs l'endroit où il pourra éventuellement la retrouver. Autre aspect important, ouvrez les guillemets, les lycanthropes possèdent une grande résistance aux blessures et retrouvent rapidement leur intégrité physique, même si des membres leur sont sectionnés. Fermez les guillemets. C'est également le cas pour Wolverine.
Un de ses pouvoirs les plus importants, sinon le plus important, c'est son facteur guérisseur ou pouvoir auto-guérisseur, régénération des tissus, qui lui permet de cicatriser quasi instantanément après une blessure et de se maintenir jeune car il ralentit également considérablement son processus de vieillissement. On peut faire deux remarques à ce propos. La première, c'est le lien que l'on peut établir entre ce pouvoir de régénération de son propre corps et le pouvoir de régénération de la végétation, à laquelle Wolverine est d'ailleurs attaché. Ce qui rapprochait le personnage d'une part de la figure du loup céleste distributeur de la pluie, de même qu'à celle terrestre de l'animal, et d'autre part au dieu lié à la fécondité, et qui pourrait expliquer aussi d'une certaine manière et jusqu'à un certain point son attirance pour Jean Grey, celle-ci étant au moment où il la connaît, potentiellement le phénix, créature semblant posséder les mêmes caractéristiques que son homologue de la mythologie classique, à savoir le pouvoir de mourir et de renaître, c'est-à-dire de se régénérer. La deuxième remarque, c'est le lien que l'on peut établir entre ce même pouvoir et celui de certains animaux. En effet, le mammifère loup possède une certaine capacité de régénération des tissus de son corps, mais n'a pas la faculté de reconstituer des parties entières de celui-ci, des membres par exemple, après qu'elles aient été sectionnées. Pas plus qu'aucun autre mammifère d'ailleurs. La salamandre, elle, est connue pour posséder cette particularité. Pourquoi donc assimiler le lycanthrope et Wolverine à cette catégorie? Parce que le loup, le mammifère étant considéré comme une sorte de champion de la survie, le lycanthrope devient, lui, grâce entre autres à ce pouvoir ajouté, un super loup, un super champion de la survie, et il en est de même pour Wolverine, d'ailleurs qualifié dans le film X-Men 2 de l'année 2003 par William Stryker, leader d'un groupe de mutants assassins dont notre personnage avait fait partie, de survivre. Cette caractéristique, le facteur régénérateur, serait donc encore une fois un reflet, une métaphore, une manifestation sur le plan physique d'une aptitude psychologique, la capacité de survie poussée à un niveau supra-humain. Enfin, autre caractéristique liée aux lycanthropes, c'est leur vulnérabilité aux objets argentés. Ouvrez les guillemets, elle ne semble pas venir de l'Antiquité, et en ce qui concerne les balles en argent, cela ne serait évidemment pas concevable avant l'apparition des armes à feu, fermez les guillemets. L'argent, ouvrez les guillemets, blanc et lumineux, est symbole de pureté, fermez les guillemets. Par ailleurs, ouvrez les guillemets, les nuits de pleine lune sont invoquées comme la principale cause de transformation involontaire en loup, selon les croyances modernes, mais elles ne sont que peu mentionnées dans les récits anciens. Fermez les guillemets. La lune traverse des phases différentes et change de forme. Fermez les guillemets. Elle est donc un symbole de transformation. Le lycanthrope se transforme, change de forme durant les nuits de pleine lune, c'est-à-dire qu'il atteint à sa plénitude, à la plénitude de sa puissance, de son être, en même temps qu'elle. Un lien unit les deux symboles, ouvrez les guillemets. Dans le système des correspondances des métaux et des planètes, l'argent est en rapport avec la Lune, fermez les guillemets. Autrement dit, la source de la transformation du lycanthrope, la Lune, est également la source de sa destruction, l'argent. La source des pouvoirs chez Wolverine est, elle, en partie naturelle, la mutation donc, et en partie artificielle. Greffe dans son squelette, y compris dans ses griffes rétractiles, de la substance dénommée adamantium, alliage de métal indestructible,
deux couleurs blanches d'ailleurs, comme l'argent, trouvé dans une météorite en Afrique. Dans le film X-Men Origins Wolverine de 2009, on voit comment il obtient ce squelette à la suite d'une opération faite avec son accord, car il pensait, avec raison, qu'elle le rendrait assez fort pour se venger de son frère Victor. On apprendra plus loin dans le film qu'elle fait partie d'un projet secret plus vaste dénommé Arme X, visant à la création à partir des mutants d'un super soldat permettant de les détruire. Cette opération, terriblement douloureuse, est aussi très dangereuse, car l'adamantium est une substance allergène. Toutefois, chez Wolverine, elle est rendue possible grâce à son facteur guérisseur. La différence avec les balles en argent pour le lycanthrope, c'est que les balles en adamantium ne peuvent pas le tuer. Son corps les expulse comme il expulse, et à plus forte raison, tout autre objet qui s'y introduit, mais peuvent lui faire perdre la mémoire. C'est ce qui arrive d'ailleurs à la fin du film dont il est question, où William Stryker, également principal responsable de la greffe du métal, lui tire des balles en adamantium dans la tête dont l'impact provoque son amnésie. Ce qui était tout à l'heure dans le cas du lycanthrope une correspondance, disons, magique entre la lune et l'argent, devient maintenant dans le cas de Wolverine une relation de cause à effet. On reconnaît là le produit d'une pensée moderne, à savoir une tentative d'explication de choses pourtant fantastiques, entre guillemets, d'une façon rationnelle également, entre guillemets. En effet, nous avons dit un peu plus haut que l'adamantium était un alliage de métal indestructible trouvé dans une météorite en Afrique. C'est donc, d'une part, un métal comme l'argent, de couleur blanche qui plus est, qui provoque certains effets sur Wolverine, de même que celle-là provoque certains effets sur le lycanthrope. Provenant d'autre part d'une météorite, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, d'un fragment de corps céleste qui traverse l'atmosphère et tombe sur la Terre, fermez les guillemets. Le mot céleste renvoyant par comparaison à la Lune. L'adamantium est donc lié à un corps céleste comme l'argent est lié à la Lune. Ces trois éléments. 1. Faculté de retrouver son intégrité physique. 2. Vulnérabilité à un métal. Et 3. Amnésie sont tous explicitement interconnectés chez Wolverine. Alors que seule la connexion entre 1 et 2 est explicite chez le lycanthrope. C'est d'elle que nous parlerons en premier. Comme nous l'avons déjà dit, la source de l'invulnérabilité, régénération chez l'homme-loup, la Lune dans sa phase pleine, et la source de sa destruction, les objets argentés, sont deux éléments unis par des liens de correspondance magique, éléments en outre extérieurs à lui, fonctionnant en opposition et de façon alternative. Autrement dit, ce qui le rend invulnérable peut aussi, sous une autre forme et à un autre moment, le détruire. Chez Wolverine, la mutation elle-même produit de l'évolution est la source de son premier pouvoir, régénération. Celui-ci est donc d'origine terrestre, naturelle, et non pas céleste, la Lune, comme chez l'homme-loup. L'adamantium, la greffe sur son squelette de ce métal indestructible, est la source de son deuxième pouvoir. Celui-ci est donc, contrairement au premier, d'origine céleste, bien que travaillé, pour ainsi dire, via les applications technologiques des découvertes scientifiques par l'intelligence humaine. Il vient donc s'ajouter au premier pour créer un super lycanthrope doté d'un super squelette le rendant super invulnérable. L'inconvénient, c'est que, comme nous le disions auparavant, ce métal étant allergène, il attaque constamment son organisme comme si l'on injectait de la kryptonite à Superman. De même que pour le lycanthrope, il y a également ici deux éléments. Mais au lieu d'être externes, comme chez celui-ci, la Lune et l'argent,
Ils sont tous deux internes et antagonistes de surcroît, fixés l'un de façon naturelle, l'autre artificielle, dans les replis même de sa chair, de son organisme. Autrement dit, ce qui le rend invulnérable le tue. Dans les bandes dessinées, l'adamantium freinera d'ailleurs à tel point le facteur régénérateur que non seulement il empêchera son évolution, mais à partir d'un certain moment, il favorisera au contraire sa régression au stade animal. Deuxième connexion, entre 2, vulnérabilité à un métal et 3, amnésie. Rappelons que les balles en adamantium percutant sa tête peuvent faire perdre la mémoire à Wolverine. Dans le cas du lycanthrope, les objets argentés provoquent seulement, entre guillemets, sa mort. Et pour finir, troisième connexion, entre 1, facteur guérisseur et 3, amnésie. Dans les bandes dessinées, c'est son propre pouvoir guérisseur qui provoque l'amnésie. C'est-à-dire que cette capacité consistante à recouvrer l'intégrité de son corps fonctionne aussi au niveau psychologique. Mais dans ce cas seulement de façon partielle. Car si elle permet d'oublier l'événement potentiellement traumatique, elle ne permet pas de le guérir. Chez le lycanthrope, il est possible qu'il y ait une connexion, mais elle n'est pas explicite. Pardon. Dans les bandes dessinées, dans un épisode ayant pour titre Schisme, les X-Men vont se scinder en 2 groupes. Le premier partira avec Scott Summers, le second restera avec Wolverine. On assiste ici à une inversion des rôles. Scott Summers, surnommé Cyclope, puissant mutant capable de lancer des rayons d'énergie optique, avait toujours été présenté comme une figure positive, un homme modéré à l'image de son mentor Charles Xavier, dont il est le bras droit. Et voilà qu'il se radicalise. En créant un institut, il considère les mutants à sa charge comme des soldats que l'on doit préparer en vue d'une guerre. Alors que Wolverine, qui est le personnage démesuré que l'on connaît, fonde l'Institut Jean Grey, où l'on considère que les mutants, qui en sont les membres, doivent, outre leur préparation guerrière, devenir des personnes éduquées et responsables. Il acquiert ainsi, peut-être pour la première et unique fois dans son histoire, la dimension d'un loup bleu céleste tel que décrit précédemment. On le verra également s'approcher de cette dimension dans son effort pour se rapprocher de la culture japonaise classique, dans son effort pour incarner la figure d'un samouraï. Samouraï raté, dira Frank Miller, à l'origine de cette idée. Samouraï totalement atypique, ou plutôt un ronin, samouraï sans maître, combattant des ninjas, guerriers de l'ombre, des yakuza, membres des mafias japonaises, ou d'autres samouraïs pervertis. La plus grande partie du film Wolverine, le combat de l'immortel, sorti en 2013, se déroule au Japon. L'influence du bouddhisme de type zen et du shintoïsme, religion primitive ou première du Japon basée sur le culte des kami ou esprits de la nature, traditions qui ont profondément influencé la culture japonaise, a transformé la guerre et tous ses éléments constituants en voie des arts martiaux. Voie do en japonais, impliquant une vision qui préconise le calme de l'esprit et qui va bien au-delà de l'art du combat. Une des images les plus couramment utilisées pour illustrer cette attitude est celle qui met en scène la lune et l'eau. Si cette dernière est immobile, elle permet à la première de se refléter à sa surface, contrairement à ce qui se passe lorsqu'elle est agitée. L'eau représente l'esprit, la lune le monde alentour. Un esprit agité, confus, déforme la réalité.
Transposée dans le cadre des arts martiaux, cette vision est l'affirmation que pour l'efficacité en combat, le calme de l'esprit est supérieur à la furie ou colère guerrière dont nous parlerons plus loin, et que l'attitude préconisant la victoire sur soi-même est supérieure à celle préconisant la victoire sur autrui. On pense évidemment à cette icône de la culture japonaise, considérée comme le samouraï le plus célèbre de l'histoire du Japon, Miyamoto Musashi, qui à la fin de sa vie a d'ailleurs écrit un livre intitulé « Le traité des 5 anneaux ». Son histoire est romancée par l'écrivain Eiji Yoshikawa dans 2 ouvrages, « La pierre et le sabre » et « La parfaite lumière », où il décrit la transformation d'un personnage à travers la voie des arts martiaux, d'un stade pratiquement animal à un stade d'illumination spirituelle. En ce qui concerne le rôle de gardien, rappelons, ouvrez les guillemets, qu'il fait place à l'aspect féroce de l'animal. Il évoque une idée de force mal contenue, se dépensant avec fureur mais sans discernement. Fermez les guillemets. Nous avons 2 variantes intéressantes de ce rôle, mais non plus dans le sens de gardien, par exemple, d'un trésor, mais plutôt dans celui de protecteur. Tout d'abord, dans le film X-Men, où nous voyons la jeune mutante Mari d'Encanto, 17 ans, surnommée Rogue, aux prises avec ses pouvoirs. Il consiste à absorber l'énergie vitale ou le pouvoir de n'importe quelle personne, humain ou mutant, qui entre en contact direct avec elle, peau contre peau. Tout pouvoir constitue pour n'importe quel super-héros une véritable malédiction, mais dans cette liste, celui-ci est probablement le pire. Peu après avoir manqué de tuer un jeune homme qu'il embrassait, les mois amoureux ayant déclenché ses pouvoirs, on la retrouve à Alberta du Nord, Canada, où elle rencontre Wolverine, qui accepte à contre-cœur de l'amener dans sa camionnette. Il devient donc en quelque sorte son protecteur. Plus tard, on les retrouve tous deux à l'Institut Charles Xavier, école pour jeunes mutants déguisés en école pour superdoués. Et une nuit, alors qu'ils dorment dans la même pièce, Rogue est réveillé par des cris poussés par Wolverine, cris provoqués par des cauchemars auxquels il est sujet. Elle tente de le réveiller, mais les griffes de ce dernier jaillissent inopportunément et la transpercent de part en part. Il y a ici clairement un renversement des rôles. Le protecteur s'est transformé en agresseur, involontaire, puisqu'il dormait, de celle qu'il est censé protéger, et ce, au moment même où celle-ci était devenue sa protectrice, car protégeant son sommeil. Ce renversement est dû au fait que le protecteur n'a pas fait son travail de protecteur, n'a pas véritablement assumé son rôle, n'a pas pris ses responsabilités. Au contraire, il est devenu un danger pour sa protégée. Le scénario amènera d'ailleurs ce renversement jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. En effet, au moment où les griffes la transpercent et où Wolverine se réveille, et réalisant ce qu'il vient de faire les rengaine précipitamment, Rogue, probablement dans un réflexe de survie désespéré, pose sa main nue sur son visage, comme une caresse, et commence à s'approprier son pouvoir. On voit le corps de Rogue cicatriser rapidement grâce au facteur régénérateur de Wolverine, mais sa main toujours posée sur le visage de celui-ci, elle continue d'absorber ses pouvoirs et avec eux sa vie. Quand elle réussit à la retirer, il est à terre, au bord de la mort. Donc, non seulement le protecteur a agressé sa protégée, mais celle-ci s'est défendue, entre guillemets, et l'a pratiquement tuée. À la suite de cet accident, Wolverine, de nouveau sur pied, promet solennellement à Rogue de devenir son protecteur. C'est à ce moment-là, ironie du sort, qu'il sera vaincu par Magneto et Rogue kidnappé par celui-ci. Et à la fin du film, la laissant cette fois volontairement absorber son pouvoir, il sauvera même sa vie au péril
de la sienne. En somme, il devra payer son erreur, l'accident de Rogue, déclencheur de tout le reste par une mesure extrême, mettre en danger sa propre vie. Ensuite, la deuxième variante se trouve dans X-Men, l'affrontement final de l'année 2006. Au début de ce film, Wolverine et Jane Storm, surnommée Tornade à cause de ses pouvoirs sur les éléments, retrouvent Jean Grey inconsciente près du lac Alkali. Celle-ci, désespérée, demande à celui-là, très surpris, de la tuer, ce qu'il refuse de faire. Plus tard, il apprend par le professeur Xavier que pour leur sauver la vie à tous la dernière fois dans ce même endroit, Jill avait dû recourir à un pouvoir très dangereux, celui du Phénix, pouvoir qu'il avait perçu dans son inconscient depuis le début, depuis son enfance, et sur lequel il avait toujours exercé un contrôle. Wolverine, fâché contre le professeur, réduit involontairement, entre guillemets, ce contrôle mental exercé sur le psychisme de Jean et contribue à sa fuite, ce qui déclenchera une suite de catastrophes. Cette mauvaise décision, car comme nous le verrons, il en paiera plus tard un prix très lourd, est probablement motivée par le fait que le conflit de Jean agit comme un miroir de son propre conflit, la répression incessante qu'il doit exercer sur ses propres instincts. Il permet en outre de souligner un autre aspect de leur attirance mutuelle, le premier étant la régénération, attirance à laquelle on comprendra aisément pourquoi, à l'apparition du Phénix, Jean se résistera jusqu'au bout. À la fin du film, Wolverine sera obligé de tuer cette femme dont il est pourtant amoureux pour l'empêcher de massacrer tout le monde et de sombrer définitivement dans le côté obscur du pouvoir du Phénix, le Phénix noir, dont elle est possédée. Dans ce cas, c'est la protégée elle-même qui, submergée par ses pouvoirs et représentant un danger pour les autres, demande au protecteur de la tuer, ce qu'il fera le cœur brisé. En somme, il devra payer cette deuxième erreur par une nouvelle attitude extrême, pire encore que la première, tuer Jean de ses propres mains, ou griffes. Les deux situations paraissent a priori classiques. L'homme est le protecteur de deux femmes en détresse. Toutefois, nous avons vu que d'une part, il ne fait pas preuve dès le début d'une attitude responsable. Au contraire, il est destructeur, ce qui détermine des événements tragiques, et que d'autre part, les deux femmes en question sont certes en détresse, mais non pas à cause de leur fragilité, mais au contraire, à cause de leur excès de pouvoir, car victimes de celui-ci et de ceux qui le convoitent. Dans l'absolu, en effet, elles sont beaucoup plus puissantes que leurs protecteurs. L'idée sous-jacente qui s'exprime dans ces deux épisodes, c'est que le protecteur, pour être un vrai protecteur, doit d'abord être le protecteur de lui-même, de ses propres pouvoirs. Et qu'ensuite, mais ensuite seulement, il pourra être le protecteur de quelqu'un d'autre, loup bleu céleste gardien à la force contenue. Enfin, pour cette étude, il est également particulièrement important de mentionner les Berserkers, redoutables guerriers scandinaves qui, ouvrez les guillemets, de même que les célèbres Gurkhas népalais, allaient au combat possédés par le démon, en transe, indifférents à la douleur, avec une férocité, une force et une habileté destructrices. Il paraît que par-dessus la côte de maille, ils portaient le cercle, une peau de loup ou d'ours qui leur procurait, pensait-il, la force et les habiletés de l'animal. Fin de citation. Dans l'univers Marvel, cette furie berserker est précisément un des pouvoirs constitutifs du personnage Wolverine,
qu'il partage d'ailleurs, toute proportion gardée, avec l'incroyable Hulk, autre personnage célèbre de cet univers. Cette furie, dont le pôle opposé est le calme de l'esprit, pourrait se définir de la façon suivante. La force est proportionnelle à la colère, ou pour le dire plus brutalement, plus ils sont en colère, plus leur pouvoir augmente. Mais elle est encore plus que cela, car ainsi que nous le verrons un peu plus loin, c'est justement elle qui est à l'origine de la mutation de Wolverine et donc de ses pouvoirs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous nous verrons dans la deuxième partie de cette étude consacrée à Wolverine. Merci beaucoup.